Eh bien, notre seconde oratrice ce matin est Elisabeth Gassia, de l'Université Paris-Saclay, qui est, je pense, on peut dire que c'est l'un des piliers de la communauté statistique française, et qui donc travaille sur beaucoup de choses, mais entre autres sur les liens entre théorie de l'information, codage et statistique. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup de l'invitation à parler à ce colloque. Donc effectivement, je vais essayer un peu de de raconter un peu les liens entre la théorie de l'information et la statistique, notamment à partir de la question du codage et de la compression. Donc mon point de départ, c'est le même que celui de Jamlas qui a entamé la matinée, c'est-à-dire cet incroyable papier sorti en 1948 par Claude Shannon qui pose les bases de la théorie de la communication, qui consiste à transmettre d'un point à un autre un message et pour lequel il propose donc de commencer par le coder, le transmettre par le canal de communication puis décoder. Et en fait, ce qui va m'intéresser et qui présente beaucoup de... Enfin, à partir de quoi je vais pouvoir indiquer beaucoup de liens avec la statistique mathématique, c'est le tout début de son papier, simplement, c'est-à-dire ce qui concerne le codage source et les questions de compression. Alors, peut-être que... Enfin, je ne sais pas très bien ce que vous savez, donc peut-être que je vais dire des tas de choses que vous savez très bien. Je m'en excuse par avance, mais c'est pas grave. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle de codage de sources sans perte? Il s'agit de coder de manière déterministe et décodable une suite de mots formés de symboles. Et la compression, ça consiste à chercher à ce que le message codé soit le plus court possible. Et bien entendu, la méthode de codage se fait sans connaître a priori le message. Alors, puisque je vais essayer de montrer en quoi ça a des liens très profonds avec la statistique, je rappelle juste de manière très succincte ce qu'on fait quand on fait de la statistique. Le point de vue, c'est d'essayer de tirer de l'information sur la loi d'une variable aléatoire alors qu'on ne connaît pas cette loi et en ayant en main simplement cette variable aléatoire que, du coup, on appelle l'observation. Ça, c'est le langage de la statistique. Alors, la première grande idée, de mon point de vue de Shannon, ça consistait à considérer que le message que l'on va coder, faire de la modélisation, c'est-à-dire dire que ce qu'on va coder, ça provient d'un processus ergodique stationnaire, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas du tout au sens du message, mais simplement au fait qu'il provient d'un ensemble de messages possibles et qu'on va décrire la façon dont il en provient à l'aide d'un processus ergodique stationnaire. Donc pour argumenter ce point de vue de modélisation, au tout début de son papier de 1948, Claude Shannon, donc, il donne des exemples de production de messages à partir de processus stochastiques. Donc ce qu'on appelle une source, c'est le procédé de production du message, et donc un processus stochastique. On peut commencer par voir le processus stochastique comme une suite de variables indépendantes et de même loi. Ce sont les sources sans mémoire. Donc la suite de variables x1, xn. J'introduis tout de suite une notation qui viendra par la suite plusieurs fois. Quand il y a indice 1 de point n, ça veut dire qu'on considère la suite des variables x1, xn. Donc quand on voit sur la partie droite les mots produits, par exemple, par une source sans mémoire, en premier 1. Ensuite, toujours en prenant des variables indépendantes, mais en donnant comme fréquence, c'est-à-dire comme probabilité d'occurrence de chaque symbole, celui qui est dans la langue anglaise. Et puis ensuite, en introduisant des dépendances. Donc c'est ce qu'on appelle en probabilité une source markovienne, c'est-à-dire que la loi du futur ne dépend que du présent, ou bien d'un présent un peu plus long qui va dans le passé, donc de longueur P. Et puis la source la plus générale qui sera considérée, c'est les sources ergodiques stationnaires. Donc
la progression dans mon exposé, ça va être de commencer par parler de codage de sources sans perte et du point de vue de la compression. Et le premier théorème de Shannon, où il a montré qu'il y avait une limite intrinsèque à la compression qui était donnée par l'entropie de Shannon. Ensuite, on parlera de codage universel, qui consiste à trouver une manière de coder qui permet d'atteindre les limites de compression sur la classe de toutes les sources ergodiques stationnaires. Mais en fait, ça ne sera possible qu'en alphabet fini. Et ensuite, je finirai par parler de travaux récents sur les problèmes de codage en alphabet infini. Et tout au long de ces trois parties, je vais essayer de faire des ponts avec la statistique mathématique. Donc on commence par le codage de sources sans perte. Donc ça consiste, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, à faire un codage déterministe et décodable. Donc on considère un ensemble de messages possibles et puis je vais m'intéresser seulement au codage binaire. Donc les mots de code, ça sera une suite de 0 et de 1. Et on va bien entendu chercher, alors il s'agit de code sans perte, c'est-à-dire que le message est décodable. Étant donné le mot de code, on doit pouvoir retrouver le message, ce qui signifie que la fonction qui, à chaque message, donne un code est injective. Et puis on va même s'intéresser à des codes encore qui ont une propriété plus forte, qui est d'être préfixes. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir mettre bout à bout des messages et puis savoir quand on a atteint la fin du message pour passer au message suivant. On appelle ça un code préfixe. Et qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les mots de code? Ça veut dire qu'aucun mot de code n'est le début d'un autre mot de code, n'est le préfixe d'un autre mot de code. Et je rappelle que puisque ce qui nous intéresse, c'est le point de vue de la compression, on veut coder par quelque chose de court, ce qui est fréquent, pour avoir le plus souvent possible des codes, des mots codés qui sont courts. Alors quelque chose qui va tout de suite nous introduire un lien avec les probabilités et qui permet ensuite de comprendre le point de vue statistique qu'on peut développer dans le codage et en quoi ça a un lien avec les statistiques, c'est qu'à tout code préfixe, on peut associer une loi de probabilité. C'est ce que permet de voir l'inégalité de Kraft, qui est indiquée ici, que je vais décrire. Mais d'abord, si on veut décrire un code préfixe, on peut le voir comme un arbre binaire, puisque si on regarde une suite de 0 et de 1, on peut les décrire comme des branches dans un arbre binaire. Un 0, on va à gauche, un 1, on va à droite. Et puis, quand on a un mot de code, en ayant été jusqu'au bout de la branche, on ne peut pas être le début d'un autre mot de code, c'est que le mot de code, c'est une feuille de l'arbre binaire. Donc, en considérant que les codes préfixes, on peut les identifier à des arbres binaires, on voit très facilement que l'inégalité suivante est vérifiée. Si on appelle L de Y la longueur du mot qui code Y, pour tout code binaire préfixe, la somme des deux puissance moins la longueur du mot de code est inférieure ou égale à 1 sur l'ensemble de tous les messages. Et réciproquement, si on a une fonction L à valeur entière qui vérifie cette inégalité, on peut lui associer un code binaire préfixe dont la fonction longueur du mot de code, c'est cette fonction L. Alors là, ça permet tout de suite d'identifier les codes préfixes et les probabilités. Si on pose Q de Y pour tout Y, message possible, égale 2 puissance moins L de Y, comme on a quelque chose dont la somme est inférieure ou égale à 1, quitte à rajouter un message fictif auquel on donne une masse, on définit ainsi une probabilité. Et réciproquement, si on définit Q, une loi de probabilité sur Y, on peut définir une fonction grand L à valeur entière par l'entier immédiatement supérieur à moins le logarithme en base 2 de Q de Y. Et de cette façon-là, on associe à cette probabilité Q un code. Donc on peut vraiment identifier une probabilité et un code.
préfixe. Alors, avant de décrire le théorème de la limite intrinsèque à la compression qu'a donné Shannon, comme ce qui intervient, c'est l'entropie de Shannon, je vais juste dire un mot de cette entropie, que vous connaissez tous certainement. Donc au tout début de son papier, alors l'entropie, ça existait déjà avant Shannon, bien sûr, mais il l'introduit comme une quantité d'informations, ou plutôt une quantité de choix, de nombre de choix possibles dans le choix d'un message, quand on connaît que sa loi de probabilité. Et puis il démontre que si on s'impose 3 principes qui paraissent évidents comme quantité d'informations, d'une part que si on bouge un tout petit peu la loi de probabilité, on ne bouge pas beaucoup cette quantité d'informations. D'autre part que si on augmente la taille de l'ensemble des messages et qu'on prend au hasard dans cet ensemble, l'information elle croît, la possibilité du nombre de choix est croissante. Et puis d'autre part que si on procède par étapes, en regroupant des messages, on additionne la quantité d'informations et que c'est seulement l'entropie définie comme la somme des P de Y, moins la somme des P de Y log P de Y, qui vérifie A, constante près multiplicative, qui vérifie ses propriétés. Et donc son premier théorème important, sur lequel je reviendrai après parce qu'il a une version plus importante, c'est que cette entropie est une limite inférieure à la compression de la source, à la compression du code, si on s'intéresse à la compression en moyenne. Donc la compression en moyenne, ça consiste à calculer la longueur de code L de Y, pondérée par sa probabilité. L'espérance de L de Y, c'est la somme des P de Y, L de Y. Et Shannon a montré que cette quantité-là était toujours minorée par l'entropie de la source. Si on regarde cette espérance et qu'on associe au code de longueur grand L la probabilité associée, comme on a vu par l'inégalité de Kraft et que j'appelle Q, l'inégalité dit simplement que la somme des P de Y log de P de Y sur Q de Y est positive ou nulle. C'est quelque chose qu'on peut voir très simplement à l'aide de l'inégalité de Jensen. Et puis, par ailleurs, si on connaît la loi P, on peut effectivement construire un code, comme on a dit tout à l'heure, de longueur grand L, avec une longueur moyenne h de P plus 1. Alors ça a tout de suite eu un retentissement dans la littérature statistique. Et en 1951, ce qu'on a vu à droite de l'inégalité ici, en fait, on va lui donner un nom. C'est Kullback et Leibler qui, en 1951, écrivent un papier dans lequel ils donnent un nom à cette quantité-là. Enfin, ils donnent un nom. Ils la définissent comme ça et on l'appelle depuis divergence de Kullback-Leibler. C'est une quantité très importante en statistique qu'ils introduisent comme un outil de discrimination entre 2 probabilités. Si on a une observation grand Y, log P de Y sur Q de Y sera l'information de discrimination apportée par l'observation Y. Et donc la divergence de Kullback-Leibler, c'est la discrimination en moyenne apportée par Y. Alors ça, on peut le relier à la théorie des tests qui avait été développée par le Lem de Neyman-Persson en 1934, je crois, enfin un peu avant toute cette théorie-là. Et puis, la divergence de Kullback-Leibler, elle a des liens très importants avec la théorie de la vraisemblance, alors, qui a été introduite par Fisher au début du XXe siècle. Alors lui, c'est aussi un des pères fondateurs de la statistique mathématique. Donc, on reverra des liens avec la vraisemblance tout à l'heure. Alors à partir de là, il y a eu toute une activité importante en statistique. Faire des liens de cette divergence de Kullback-Leibler avec des quantités qui avaient été introduites précédemment, l'information de Fisher, des distances entre lois de probabilité, la distance du Qui2, la distance en variation, qui sont des outils fondamentaux en statistique. Et là, j'ai eu vraiment envie de citer
les travaux importants de Imre Cizar, qui a écrit un très beau livre avec Johannes Körner en théorie de l'information, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, et qui a notamment introduit les notions de e-projection qui font la suite des questions d'estimation par maximum d'entropie. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais dire un mot là-dessus quand même. Alors si on revient à la question de la compression et des limites intrinsèques de la compression montrées par Shannon, il a montré un résultat beaucoup plus fort que le résultat en moyenne, qui est un résultat presque sûr. Donc là, on va s'intéresser au taux de compression et il montre une minoration par un taux d'entropie. Alors qu'est-ce que ça va être que le taux d'entropie? On considère donc notre source, qui est une suite de variables aléatoires stationnaires. On appelle P la loi de la suite tout entière. Si on regarde un bloc n de variables x1, xn, et que donc sa loi c'est Pn, on peut calculer son entropie avec la formule de tout à l'heure, eh bien on peut montrer, si la source est stationnaire, que cette entropie c'est une fonction sous-additive, et que donc en divisant par n, l'infimum est égal à la limite, et on appelle ça le taux d'entropie de la source. Donc Shannon a montré que presque sûrement, si on regarde la longueur du mot codé divisé par la longueur de la suite qu'on code, c'est-à-dire le taux de compression, il est minoré asymptotiquement presque sûrement par le taux d'entropie. Donc Shannon l'a montré pour les sources sans mémoire et pour les sources markoviennes, et puis ce résultat a été étendu à l'ensemble des sources ergodiques stationnaires par la suite, par Macmillan et Breman, avec des types de convergence presque sûrs et là. Alors, pourquoi ça a un lien avec les statistiques de manière plus importante? C'est ce qu'on va voir avec le codage universel. Donc si on résume ce qu'on vient de voir, si on connaît la loi du message, la loi P du message Y, on peut coder avec la compression optimale à un bit près, en utilisant le code associé à cette probabilité P. Alors, comme on va s'intéresser à des... Pour coder bien, on va coder mieux si on code des gros blocs, donc on s'intéresse à des blocs de longueur n. Le taux de compression, du coup on divise par n, il est approché à 1 sur n près. Maintenant, ça demande de connaître la loi. Mais on ne connaît pas cette loi. Donc la question, ça va être de trouver un seul code qui permette de réaliser le taux de compression optimal, bien qu'on ne connaisse pas la loi de la source. Donc là, on reconnaît, présenté de cette façon-là, c'est un problème de statistique. On peut l'interpréter comme un problème de statistique. J'ai une suite de lettres qui arrivent, que je dois coder, je ne connais pas la loi, mais je veux procéder d'une manière qui fasse comme si je connaissais la loi, donc peut-être que la découvrir au fur et à mesure est une bonne méthode. Alors là, j'ai juste introduit un mot dont je n'ai pas lu la ligne sur le codage arithmétique. La façon de coder des gros blocs par le code de Shannon de Fano-Elias avec une loi QN, il y a une méthode algorithmique, le codage arithmétique, qui permet de faire ça en ligne et d'obtenir une longueur de code au plus de moins le logarithme de la probabilité plus 1. Donc le problème du codage universel, c'est celui-là, c'est de trouver une méthode de codage qui réalise le taux de compression optimal pour la plus grande classe possible de lois de source. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer la proximité de la compression par rapport à l'optimum? On regarde tout simplement la différence. Si on a une méthode de code associée à une loi de probabilité Qn, on regarde la différence entre la longueur de code produite par la proba Qn avec le codage optimal pour la source de loi P. Donc cette différence de longueur de code, c'est moins log Qn de la
du message x1, xn, plus, moins, logarithme Pn de x1, xn avec le P qui est inconnu. Donc ça, en statistique, ça s'appelle une fonction de perte. C'est la perte que l'on aurait en choisissant Qn pour la loi de mon observation, alors que la loi, que je ne connais pas, c'est Pn. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette fonction de perte? Il faut savoir comment évaluer globalement sur l'ensemble des sources. Donc il y a une première méthode qui consiste à regarder le pire des cas, d'une part sur tous les messages produits, donc on fait le maximum sur l'ensemble des messages, ça s'appelle le regret, et puis ensuite on regarde sur l'ensemble de toutes les lois possibles de la source, donc on prend le suprémum sur l'ensemble des lois possibles de la source, du maximum sur l'ensemble de tous les messages possibles. Et là, on cherche une méthode de codage, donc un QN, qui minimise cette quantité-là, ce nombre-là. Alors là, le résultat de Starkov en 1987, ça a été de montrer que c'est réalisé en choisissant comme loi de codage QN le maximum de vraisemblance normalisée, c'est-à-dire on maximise pour l'ensemble des PN qui sont dans l'ensemble des lois possibles qu'on ne connaît pas, la probabilité d'occurrence du message, et puis on normalise de manière à en faire une loi de probabilité. Donc ça, c'est vraiment exactement ce qu'on fait quand on fait du maximum de vraisemblance en statistique. On décide de choisir de dire que la loi de ce que j'observe x1, xn, je ne connais pas sa loi, mais j'ai une classe de lois possibles pour x1, xn, et je vais dire, mon estimateur de cette loi, c'est ce qui maximise Pn de x1, xn. Alors l'inconvénient de cette méthode en ce qui concerne le codage, c'est que ça se fait hors ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme, on ne peut pas mettre à jour au fur et à mesure que les symboles arrivent. Il y a une autre façon de choisir comme un critère à partir de la perte de différence de longueur de code entre Qn et Pn, qui consiste non pas à regarder le maximum sur tous les messages possibles, mais à regarder en moyenne sur tous les messages possibles. Donc on prend l'espérance selon la loi de la variable x1, xn, de la différence de longueur de code entre ce qu'on fait quand on code avec Qn et la longueur optimale avec la loi inconnue Pn. Et là, on trouve immédiatement la divergence de Kullback-Leibler comme critère, et ça c'était ce qu'on avait déjà vu quand on a regardé la minoration en moyenne. C'est la divergence de Kullback-Leibler qui, en moyenne, mesure la différence de longueur de code selon Qn et selon la vraie loi qui est optimale. Et puis, comme on ne connaît pas cette loi, on regarde le pire des cas, donc le suprémum sur l'ensemble des lois qui nous intéressent de cette divergence de Kullback-Leibler. Alors là, il y a un théorème très intéressant qui a eu des preuves successives et qui est en fait qui a un domaine de validité très large, mais qui a été démontré par Shizar dans le cas d'alphabet fini, puis étendu par Baron et Osler. C'est des noms que j'ai envie de citer parce que c'est aussi des gens qui ont fait des ponts entre théorie de l'information et statistique. Andrew Baron, il en a beaucoup fait. Donc si on regarde ce théorème, donc on cherche à minimiser la redondance maximale, donc chercher l'inf pour une loi de codage Qn, du sup de la divergence de Kullback-Leibler entre Pn et Qn. Le premier résultat, c'est simplement un théorème de Sion d'échange de min-max. Il dit que si je munis a priori mes lois Pn, mon ensemble de lois, d'une probabilité mu, je peux échanger l'inf et le sup. C'est égal au sup sur mu, de l'inf sur Qn, de la redondance intégrée selon mu. Et la deuxième égalité, elle dit que cet inf à droite, il est atteint en fait pour une loi mélange. Et ça va être intéressant parce que c'est ce qui va. Donc une loi mélange, ça veut dire que on prend le mélange, ça veut dire on intègre, on prend l'espérance selon la loi mu
posées sur l'ensemble des lois possibles, des probabilités Pn. Alors ça va apporter comme méthode de codage une méthode effective qui est le codage de Jeffrey, qui consiste à, si on s'intéresse aux alphabets finis, à mettre une loi de Dirichlet a priori sur les probabilités discrètes. Et puis ça, c'est exactement le pendant en statistique, des méthodes bayésiennes, qui consistent à dire, je ne connais pas ma loi, mais je vais mettre une loi a priori dessus, de mes paramètres, et puis je vais regarder, connaissant l'observation, quelle est la loi du paramètre. Ça donne des méthodes de codage en ligne effectives. Et à l'aide de tout ça, ce qui est connu depuis un certain temps maintenant, c'est que si on produit des messages à partir d'un alphabet fini, en alphabet fini, eh bien, on peut réaliser asymptotiquement un codage universel, c'est-à-dire construire une suite de lois de codage QN telles que, pour toute source ergodique stationnaire de loi P, le taux de compression asymptotique est minoré, donc égal, puisque par ailleurs il est majoré, donc égal, puisque par ailleurs il est minoré, par le taux d'entropie. Alors ça, on peut le voir, il y a une très bonne méthode de codage très utilisée, l'Impulsive en 77-78, mais on peut le réaliser aussi à l'aide des codages de Jeffrey, qui sont ceux qu'on obtient par le théorème précédent de mélange, en mettant des lois a priori sur... donc là, il y a des algorithmes très très jolis qui consistent à approcher les sources ergodiques stationnaires par des chaînes de Markov de mémoire de plus en plus longues, et puis à mélanger toutes ces lois, et ça donne le Context-Free Weighting Method, qui permet de réaliser un codage universel au sens que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire que pour toute source ergodique stationnaire, le taux asymptotique de compression est bien le taux d'entropie. Alors je fais juste remarquer que avant j'ai introduit des critères qui ne sont pas directement reliés à ce résultat, puisqu'en fait ce qui est obtenu c'est un résultat ponctuel, c'est-à-dire que c'est seulement la redondance qui tend vers 0, mais pas la redondance minimax. Là par contre ça ne serait plus vrai, en prenant un critère un peu sévère qui consiste à regarder le pire cas. Là, c'est vraiment ponctuel. Donc maintenant, je vais rentrer dans le sujet plus récent, qui est de se poser la question, voilà, on sait faire en codage en alphabet fini, qu'est-ce qui se passe en alphabet infini? Si on a des messages qui proviennent avec des symboles pris dans un ensemble dont on n'a même pas tout observé, qu'on peut imaginer comme infini. Alors d'abord, pour fixer les idées, comment est-ce qu'on peut comprendre la taille de l'alphabet si on s'intéresse à la redondance minimax? Pour prendre un cas de simple, et d'ailleurs c'est celui sur lequel je vais rester jusqu'au bout maintenant, c'est les sources sans mémoire, donc pas toutes les sources ergodiques stationnaires, juste les sources sans mémoire, c'est-à-dire tout simplement les suites de variables indépendantes de même loi. Si on considère un alphabet de taille K et un message de longueur N, il y a deux asymptotiques simples qu'on peut regarder. Si la taille de l'alphabet est fixée et que N est grand, la redondance minimax elle est de l'ordre de K-1 sur 2 log N sur K. Donc elle augmente vraiment vite avec K. Et puis si par contre on regarde l'asymptotique en K, c'est logarithmique, mais ça devient aussi très grand quand K devient grand. Si N est fixé et K est grand, c'est d'ordre N log K sur N. Et dès 1978, John Kiefer a montré qu'en alphabet infini, même si on se restreint aux sources sans mémoire, donc sans chercher à produire un code qui atteint le taux d'entropie pour toutes les sources ergodiques stationnaires, seulement pour les sources sans mémoire, il n'existe pas de code universel. On ne peut pas produire de suite de lois QN sur l'alphabet infini puissance n, telles que -1 sur n log QN de x1n soit majoré par l'entropie.
Donc on s'est intéressé à ce problème. Alors Stéphane Boucheron, qui est tout au fond là, c'est lui qui m'a branché sur ce sujet. Et donc avec lui, des élèves et des postdocs, on s'est intéressé à cette question de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire quand l'alphabet devient infini. On ne peut pas faire de codage universel, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des choses intéressantes? Lui était plus proche de l'informatique que moi j'étais plus proche des stats, mais on a construit des idées sur cette interaction entre théorie de l'information et statistique. Donc ça a commencé avec Stéphane, avec l'encadrement d'Aurélien Garivier, qui est maintenant professeur à Toulouse. Puis ça s'est poursuivi avec Dominique Bontemps, qui était aussi en thèse avec moi, qui est maintenant maître de conférence à Toulouse. Et puis on a eu la chance d'avoir en postdoc à Orsay Mesrob Ohanessian, qui apportait une connaissance importante des fonctions à variation régulière. Et puis très récemment, Stéphane a eu en thèse Anna Benamou, avec qui on a encore fait des progrès sur le sujet. On a peut-être arrivé à un point où on a bien avancé dans la réflexion sur la question. Donc, comment on a réfléchi? On s'est dit on ne peut pas faire de codage universel sur l'ensemble de toutes les sources en alphabet infini, mais réfléchissons à quelles sont des bonnes classes de lois pour pouvoir faire quelque chose de pertinent. Donc on a introduit ce que je vais décrire un peu plus loin, qui sont les classes enveloppes de sources sans mémoire. Et donc à partir de là, il s'agissait de comprendre quelle est la performance possible, donc quelle est la redondance minimax, et puis essayer de trouver sur ces classes une façon de coder qui soit optimale, et même mieux, trouver une façon de coder qui soit simultanément optimale sur toutes les classes. Donc c'est le programme un peu qu'on s'est fixé et qu'on a réalisé petit à petit. Alors là, je fais une parenthèse de statistiques pour comprendre les liens entre les idées statistiques et théorie de l'information là, parce que le résultat que je vais produire en codage, on a appelé ça codage adaptatif, qui est la même chose que ce qu'on fait quand on fait de la statistique adaptative. Donc prenons l'exemple de l'estimation non paramétrique, c'est-à-dire du cas où on a une suite. Donc on est dans le même cadre, des variables aléatoires IID. Simplement là, elles sont réelles, elles ne sont pas à valeur dans un alphabet. Elles sont sur R, elles ont une densité de probabilité F. On fait des statistiques, on ne connaît pas F, mais on veut connaître F. Donc on va essayer de produire un estimateur, F chapeau, les statisticiens ils mettent des chapeaux sur le chapeau, il cache X1, Xn. Qu'est-ce que c'est qu'un estimateur? C'est tout simplement une fonction mesurable de l'observation. Donc du coup, c'est une variable aléatoire. Donc par exemple, sur ce problème simple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se donner un cadre pour la densité. Par exemple, si on est sur 0,1, se dire, on va se mettre dans L2 de 0,1, on va développer notre densité sur la base de Fourier. Et puis, on va petit à petit estimer des coefficients de Fourier. Et comme le coefficient de Fourier, c'est l'intégrale de phi f, autrement dit l'espérance de phi de x, on peut choisir comme estimateur des coefficients de Fourier empiriques et ça va marcher. Alors après, on a des idées d'estimateurs, mais on cherche à voir leur performance, donc on peut regarder des critères. Dans le cas du codage, c'était nos histoires de redondance. Là, on peut regarder l'ajustement de l'estimateur à la loi, par exemple, par sa distance L2. Et puis, regarder le pire dans l'ensemble des fonctions qu'on estime, le sup en F de l'espérance de la norme au carré de F chapeau moins F. Et on cherche le meilleur estimateur, c'est-à-dire l'infimum en F chapeau. Et on appelle ça le risque quadratique minimax. Alors si on se prend un ensemble de fonctions de densité a priori trop gros, ce risque ne va pas tendre vers 0. On est obligé de restreindre. Ça nous rappelle les histoires en alphabet infini. C'est trop gros pour faire du codage universel. Donc il faut bien choisir les ensembles de densité sur lesquels on va considérer ces choses-là. Donc on va évaluer Rn de f. Donc là, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse sur les liens entre théorie de l'information et statistique. Les méthodes de minoration, souvent, elles utilisent des méthodes bayésiennes, qui sont l'analogue il y a une inégalité de Fano, qui est une inégalité de théorie de l'information sur les entropies conditionnelles.
qui a été beaucoup utilisé en statistique pour produire des minorations, pour évaluer ce risque minimax. Donc voilà, évaluer Rn de f, ça fait en 2 temps. On produit une minoration, puis on cherche un estimateur dont le risque maximum soit du même ordre de grandeur que le minorant. Donc par exemple, je vous ai dit qu'on ne peut pas prendre l'ensemble de toutes les densités. Ça, c'est beaucoup trop gros, ça ne marche pas. Mais si on regarde des densités qui sont régulières, par exemple, qui ont des dérivées jusqu'à l'ordre R, on est capable d'évaluer le risque minimax. Son ordre de grandeur, c'est n, le nombre d'observations, à la puissance moins 2r sur 2r plus 1. Et le problème de l'estimation adaptative, c'est de trouver un estimateur qui marche sur tous les FR, par exemple, si on s'intéresse aux classes de régularité. Parce que, bien entendu, on ne connaît pas la densité, donc on ne connaît pas sa régularité. Donc la question de l'estimation adaptative, c'est une question statistique qui a produit beaucoup d'activités dans les années 80 et après, et peut-être encore maintenant, mais ça a été vraiment au cœur de la statistique mathématique des années 80. Trouver un seul F chapeau qui marche pour l'ensemble des classes au sens suivant. Donc évidemment, F chapeau, il va dépendre que des observations et d'aucune connaissance a priori sur le modèle, mais tel que son risque maximum soit de l'ordre du risque minimax dans l'ensemble des classes. Donc ça, c'est en quelque sorte un problème de sélection de modèles. Il s'agit de faire comme si, de trouver un estimateur F chapeau qui se comporte dans le modèle FR comme s'il connaissait R, en quelque sorte. C'est un problème de sélection de modèles. Donc ça, c'est encore des mots-clés de statistiques des années 80, 90, 2000. Donc ce qui a été démontré notamment, c'est que dans certaines situations, le fait de vouloir faire quelque chose d'adaptatif, ça ne permettait pas d'atteindre le risque minimax exactement. Il pouvait y avoir une petite perte. Donc je reviendrai sur cette question à propos de mon codage adaptatif. Et puis dans ces années-là, dans cette interaction entre théorie de l'information et statistique, il y a eu une idée qui a été lancée, qui était de dire choisir un bon modèle, c'est peut-être choisir le modèle qui va donner la description la plus courte des données. Et ça, c'est le principe MDL, Minimum Description Length. Donc je ne dirais rien d'autre que de l'évoquer, mais c'est pour montrer la richesse des interactions entre la théorie du codage et la théorie statistique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va considérer nos sources sans mémoire, donc notre suite de variables aléatoires à valeur dans un alphabet infini pour fixer les idées et l'ensemble des entiers. Donc, P de x, c'est la fonction de probabilité de la variable aléatoire. Et donc on a introduit ce qu'on a appelé les classes enveloppes, c'est-à-dire les ensembles de lois qui sont dominés par une certaine fonction f, qui est donc une enveloppe de toutes les probabilités en question. Et donc on introduit la classe enveloppe lambda indice f comme l'ensemble des probabilités p de x majorées par f de x pour tout x. À ce moment-là, si je veux calculer la redondance minimax sur cette classe, il s'agit donc pour toutes les sources sans mémoire de regarder, étant donné un codage Qn, le sup en P de la divergence de Kullback entre Pn et Qn, et puis de chercher l'inf en Qn de cette chose-là. Évidemment, cette redondance minimax, elle va dépendre de l'enveloppe. Donc notre objectif, ça va être, étant donné une collection possible d'enveloppes, que je décris comme une classe de fonction f, de trouver une méthode de codage qui soit adaptative sur l'ensemble des classes enveloppes, c'est-à-dire trouver un code Qn tel que pour toute enveloppe possible petit f, la redondance maximum sur ma classe enveloppe soit asymptotiquement équivalente, alors peut-être à facteur près, c'est ça qu'on va voir, avec la redondance minimax sur la classe enveloppe. Alors, le travail, les travaux successifs qu'on a fait, donc j'en fais un peu un historique là, même si c'est assez récent, donc c'était en 2006-2007
qu'on a commencé à travailler avec Aurélien Garivier, où on a eu cette idée de définir les classes enveloppes. Par la suite, mais ça c'est venu un peu plus tard, d'abord, évidemment, c'est clair que la difficulté de coder, ça va dépendre de la queue de l'enveloppe. Donc après, on s'est mis à analyser les choses avec des enveloppes à variation régulière, c'est venu un peu plus tard. Puis on a eu des idées de méthodes de codage, petit à petit. Donc on a commencé par penser, c'était une idée un peu basique, mais que c'était naturel de distinguer les petits symboles des grands symboles, parce que les grands symboles, dans la queue de distribution, ils sont rares, et les petits, ils sont plus fréquents. Qu'on va coder les petits comme si on était en alphabet fini, un alphabet de taille KN, donc on tronque en KN. Et puis les grands symboles, par contre, on va utiliser le codage préfixe inventé par Elias pour les entiers, qu'on sait assez bien traiter, qui est un peu long, mais comme ils ne sont pas fréquents, ça devrait bien marcher. Et à ce moment-là, la question revient à comment choisir la troncature. Donc ça a été une idée développée dans différents codes, censoring code, donc CC, auto-censoring code AC, puis ETAC, Expanded Threshold Auto-censoring code, donc avec Aurélien Garivier, puis Dominique Bontemps, puis Mesrob Oanessian, avec comme objectif d'essayer de s'adapter à justement des décroissances d'enveloppes de plus en plus riches. Donc au départ, les enveloppes polynomiales ou exponentielles, et là, la troncature, elle dépendait du coefficient exponentiel ou polynomial de décroissance de la queue. Et puis ensuite, trouver une troncature qui soit adaptative. Donc l'idée, ça a été de tronquer selon les records des lettres vues précédemment. Et puis la dernière idée en date, arrivée avec Anna Benamou en thèse avec Stéphane Boucheron, ça a été de mettre ensemble deux idées. Cette idée de censure qu'on avait eue, et puis une autre idée qui était aussi apparue dans ces époques-là de réflexion sur les alphabets infinis, qui était de coder la forme du message. Coder la forme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lettres, elles arrivent dans un certain ordre, mais on va dire que la première qui arrive, c'est le 1, puis ensuite, ça va décrire la forme. Et puis évidemment, à chaque fois qu'on a indiqué, on rentre le dictionnaire en même temps, on code le dictionnaire en même temps qu'on code la forme. Et donc on va, d'une part, avoir cette idée de troncature, c'est-à-dire que ce qui est nouveau va être codé avec le codage Elias, et puis on code en alphabet fini la forme. Et donc ça permet d'obtenir des résultats de codage adaptatif. Donc ça, c'est le résultat le plus récent. Je vous donne le résultat le plus récent. Je ne vous dis pas toutes les étapes intermédiaires. Donc on se place dans le cadre des enveloppes à variation régulière. Donc la variation régulière, c'est quoi ? C'est les fonctions telles que, pour tout x strictement positif, si je regarde asymptotiquement g de tx sur g de t, sa limite c'est x puissance alpha. Il existe un alpha tel que. Et ce qu'on va demander à nos enveloppes, c'est si on définit la fonction nu(f), qui est le cardinal de l'ensemble des j, tel que f de j est supérieur ou égal à x, cette fonction-là soit à variation régulière. Donc ça décrit comment la fonction décroît, la régularité de décroissance de f à l'infini, et c'est alpha, le paramètre, qui décrit la lourdeur de la queue de l'enveloppe. Donc un premier théorème, c'est d'être capable d'évaluer la redondance minimax sur la classe enveloppe lorsque cette fameuse fonction nu(f) a une variation régulière d'indice alpha. On peut évaluer, c'est le RF de n, moi je ne lis pas la formule, mais simplement pour dire que on est capable d'évaluer la redondance minimax sur cette classe. Et enfin, cette idée de codage qui consiste à faire réunir l'idée de censure et l'idée de codage de forme, que l'on a appelé Pattern Censoring Code, en fait, il va réaliser
C'est une méthode de codage qui, évidemment, ne fait pas intervenir la question de l'enveloppe. Hein, c'est indépendant de tout ça. Pour tout f de variation régulière au sens introduit précédemment, la suite des lois Qn associées à ce codage vérifie que la redondance maximum est majorée par une constante qui dépend de l'enveloppe que je ne connais pas, fois log n, fois la redondance minimax sur la classe. Autrement dit, le codage, il est adaptatif à un facteur log n près sur la classe enveloppe. Voilà. Alors maintenant, une question qu'on n'a pas résolue, qui vient après, exactement comme en statistique, ce serait, est-ce que ce facteur log n, il est intrinsèque? Donc est-ce qu'on peut associer une minoration avec un log n aussi pour les codes adaptatifs, ou bien est-ce qu'on peut trouver une méthode plus intelligente de coder? Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour cet exposé donc, sur les codages et le point de vue statistique sur la construction de code, je dirais. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ? Donc moi j'ai une question, est-ce que vous avez une interprétation bayésienne de ces enveloppes? Puisque finalement l'enveloppe dit que les symboles qui ont un indice élevé, le symbole numéro 1 milliard apparaît rarement. Est-ce qu'on peut réécrire tout ça de manière bayésienne? Ah. Est-ce qu'on peut réécrire le codage de manière bayésienne? Oui, m'a fait signe Stéphane, mais je n'ai pas réfléchi du tout. On va donner la parole à mon coach. Alors, tu veux des a priori sur la... Si on veut des a priori sur des classes enveloppes, on peut penser à des classes de processus qui apparaissent en combinatoire aléatoire, hein, qui sont les processus de Poisson-Dirichlet ou les processus de Pitt-Magnor, qui vont engendrer effectivement, si on les paramètre bien, des sources qui ont les régularités désirées. Mais dans les classes enveloppes, on peut trouver encore d'autres choses. Donc, ça peut être une ouverture bayésienne. Bon, l'exploitation algorithmique semble pas si évidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci encore à Elisabeth.